Un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Bischleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le fait. Hop là. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission encore un peu spéciale aujourd'hui parce qu'avec Thomas on a décidé de vous parler de la saison junior, de vous faire une petite présentation des principales épreuves et des principaux coureurs à suivre. Salut Thomas. Salut Charles, salut à tous. Alors on va commencer Thomas par le calendrier justement, je vais vous le mettre à l'écran et puis je vais zoomer un petit peu parce que j'ai peur que vous ne le voyez pas très bien. Donc un calendrier, on en discutait tous les deux, Thomas, en off, juste avant l'émission, en préparant cette année qui est vraiment assez dense. Ouais, c'est vrai, c'est un calendrier, j'ai l'impression qu'il revient un peu à la normale après 2 années de Covid. On a les épreuves assez diverses de la Coupe des Nations junior et on voit qu'on a des courses un peu partout sur tous les continents. Donc on a Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix, Course de la Paix, Trovez-Centre-Morbihan, Tour du Pays de Vaud, Trophée au Saarland, Tour de l'Abitibi, là c'est au Canada. On a une nouvelle course, j'ai l'impression, aux Pays-Bas, la Watersley Junior Challenge. Toujours la course en Hongrie, une course qui est dédiée aux sprinters. Et on a aussi le retour du Tour de DMZ en Corée. Et à côté, on a d'autres courses UCI qui permettent un calendrier assez dense, je trouve, cette année. Ouais, puis Thomas, on en parlait il y a quelques jours ou hier, je sais plus, qu'on préparait. Il y a vraiment une des spécificités qu'on voulait évoquer avec vous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est que chez les juniors, il n'y a pas que des courses UCI, il y a aussi des épreuves qui ne sont pas inscrites au calendrier international, mais qui ont une certaine importance dans certains pays. Oui, c'est sûr, on a des courses assez importantes en Espagne notamment. Par exemple, je prends l'exemple de la Vuelta a Besaya qui a un super beau palmarès, mais qui n'a jamais été UCI et qui est une des rares courses de montagne, je trouve, chez les juniors. On a aussi au Danemark deux courses qui sont, je trouve, assez denses en termes de niveau, parce que les Danois ont souvent un niveau très très bon chez les juniors. On a aussi des courses en Italie, les courses qui ont lieu aux États-Unis. Là, dernièrement, il y a eu la Valley of the Sun, si je ne me trompe pas. Et on a aussi toutes les courses qui ont lieu en Belgique. Mais c'est des courses en fait qui ont malheureusement pas pour moi une assez grosse diversité de nations présentes pour en faire des courses de vraiment référence en Europe ou mondiale en fait. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, c'est plus des épreuves nationales. Je pense à une, d'ailleurs, je crois que tu l'as pas cité, c'est le Tour Teufels que j'ai dû découvrir pendant le Covid, parce que je crois que ça a été une des premières à avoir lieu en Norvège. Mais ouais, une concurrence nationale, Thomas, tu l'as très bien dit pour ces épreuves, mais qu'on le mérite d'exister. Et puis pour finir sur le sujet, ce qui est intéressant aussi, comme aux États-Unis, hein, tu parlais de Valley of the Sun, ça permet déjà de dresser une première hiérarchie entre les J1 et les J2 locaux et de voir après qui sera amené à briller en Europe pour le reste de la saison. Oui, c'est sûr. Et puis à côté de ça, on a aussi la participation parfois de coureurs cadets, notamment je pense au Danemark. Et c'est pour moi du coup des courses quand même de référence parce qu'on voit les meilleurs cadets si ils commencent déjà à rivaliser avec les meilleurs juniors. On voit déjà le niveau et même au niveau du palmarès. On a par exemple le Tour du Pays de Galles, donc en Grande-Bretagne. On regarde le palmarès ces dernières années, il y a un palmarès, je trouve, excellent par rapport aux coureurs de Grande-Bretagne. Je suis en train en même temps du coup de vous mettre le calendrier de First Cycling, comme ça vous avez un vrai aperçu de ce qui se passe.
Et comme vous pouvez vous en apercevoir, là, sur ce qu'ont fait nos amis norvégiens, on a déjà eu une petite dizaine d'épreuves qui ont eu lieu. Il y en a eu une en Colombie en tout début d'année. Alors, je ne sais pas quelle importance ça a, je vais te la donner, Thomas, tu dois certainement la connaître. C'est le Circuito Feria de Manizales. Ouais, après en Colombie, pour moi, la seule vraiment course de référence, c'est la Vuelta del Porvenir. Le reste, ça a clairement moins d'importance. Et honnêtement, je la connaissais même pas, cette course-là. Mais la course principale en Colombie, c'est du coup le Tour de Colombie Junior, en fait. Voilà. Ouais, alors pour continuer sur le sujet, bah, on a évoqué tous les deux Valley of the Sun. Bah, je vous invite à retenir le nom de Brockton Smith, puisque c'est lui qui a remporté l'épreuve. Et en général, quand on gagne Valley of the Sun chez les juniors, c'est plutôt bon signe, hein. Je me rappelle de Quinn Simmons notamment qui s'était imposé. Si je vais sur la... Bah, ils ont pas de... Malheureusement, ils n'ont pas d'historique qui remonte assez loin, mais pas mal de juniors en tout cas se sont imposés sur cette course. Elle est toujours intéressante à suivre. Alors Thomas, puisqu'on a fait le point un peu sur le calendrier, on va passer au gros du sujet. Alors non, peut-être je dis une bêtise d'ailleurs, parce que je voulais qu'on évoque un truc ensemble, parce que c'est jamais facile de répertorier ces courses UCI, on s'y retrouve pas trop en termes de hiérarchie. Et je voulais te demander quelles étaient les épreuves les plus cotées, entre guillemets, dans la catégorie junior. Bah alors moi, j'ai fait une petite liste. Après, elle est assez subjective, mais j'ai quand même essayé de mettre en valeur le palmarès et l'historique de la course. Donc là, je vais dire les 5 courses que je pense les plus importantes. Alors déjà, je vais commencer, il n'y a pas d'ordre spécifique. Je vais commencer avec la seule course d'une journée que j'ai mise, c'est Paris-Roubaix Junior. Tout simplement parce que c'est Paris-Roubaix, c'est une des rares courses juniors où il y a des pavés. Et on regarde les dernières années, il y a quand même un palmarès. Sur le podium, on retrouve des coureurs comme Sagan, comme Demar, comme Sénéchal, comme Pedersen, comme des coureurs comme Encorn, De Wolf. On a plus récemment Pitcock, Askey, Dan Hull qui court chez Trek. On a Skeimoz aussi qui court chez Trek. Et puis l'année dernière, le podium était composé de 3 des meilleurs juniors, donc avec les Norvégiens Fred Heim et Hakenes qui est champion du monde, et le Belge Sega Hertz. Donc c'est une course pour moi de référence et qui me permet de montrer les futurs, je pense, coureurs qui ont un bon moteur. Du coup, je vais continuer si tu veux bien. Ouais, vas-y. Du coup, ensuite, j'ai mis des courses par étapes, surtout liées au palmarès, hein. On va retrouver des coureurs qui ont déjà performé chez les Espoirs. Ensuite, c'est le Tour du Pays de Vaud. On a la course de la paix, évidemment. Le Grand Prix Rubliland, il me semble qu'il est en Suisse aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien en Et, Suisse. et la dernière, c'est assez personnel, mais c'est encore pour un peu varier les profils. C'est les 3 jours d'Axel aux Pays-Bas, qui est une course, je trouve, qui mêle sprinteurs et coureurs avec un futur, on appelle ça un peu les gaziers. Et c'est pour ça que je l'ai mis. J'aurais aussi pu mettre la Classique des Alpes, qui est une des rares courses vraiment de haute montagne pour moi, mais il y a une participation trop franco-française. Mais justement, Thomas, j'ai une question par rapport à ce calendrier. Tu évoquais notamment les épreuves de montagne qui manquent, et c'est vrai que ça manque cruellement dans cette catégorie. Est-ce qu'une bonne idée, ça serait pas de créer un tour de l'avenir pour les juniors, comme les mecs arrivent à maturité de plus en plus tôt? Est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir une vraie épreuve d'une semaine avec un chrono, avec de la montagne, pour voir un peu bah, quels sont les meilleurs coureurs, enfin les plus complets en tout cas dans cette catégorie d'âge? Ah bah si, ce qui manque pour moi, c'est vraiment une course qui a des profils totalement variés, parce qu'on a la course de la paix ou le Tour du Pays de Vaud qui sont un peu comme ça, sauf qu'il n'y a pas d'étape vraiment de montagne. Et c'est des étapes qui se ressemblent à des étapes, je dirais, il y a souvent un contre-la-montre, si je ne me trompe pas, ou un prologue, et puis des étapes vallonnées. Mais ça manque vraiment d'une course où il y a des sprinteurs, enfin où il y a des étapes pour sprinteurs, une ou 2 étapes de montagne, un contre-la-montre et une autre étape par exemple de vallon. Et je pense que ça permettrait d'avoir une vraie course de référence avec des profils variés. Ouais. Ouais, tout à fait, ça serait intéressant. Et pour finir sur le calendrier, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, si on fait l'émission aujourd'hui, en fait, c'est parce que la saison débute officiellement dimanche par Kurn-Bruxelles-Kurn.
Et ça me permet aussi de vous indiquer, parce qu'avec Thomas, on participe à ce jeu-là sur nos forums, donc sur les forums de veloclub.net, dans la catégorie junior, il y a un jeu que notre ami Kef met en place où il faut juste choisir 3 coureurs. Donc si jamais ça vous intéresse de suivre un peu la saison via le biais d'un jeu, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous inscrire. Ça prend vraiment 30 secondes. Il faut juste choisir 3 mecs. Et comme on va évoquer avec Thomas les meilleurs coureurs, en tout cas ceux qui semblent posséder le meilleur potentiel, ça peut être un bon complément pour aller jouer derrière sur le forum. Alors justement, Thomas, on passe à la suite, à la deuxième partie, qui est la plus grosse forcément de l'émission. On avait déjà fait une liste, enfin tu avais fait une liste, hein, principalement en janvier des futurs talents, et on va essayer de les lister un peu dans l'ordre. Et je voulais commencer peut-être avec toi par la seule grosse équipe française, c'est AG2R Citroën, qui est vraiment bien structurée depuis quelques temps, parce qu'il y a aussi une équipe U23. Est-ce que tu es d'accord pour dire, déjà, avant de donner les quelques noms, que c'est une des plus grosses armadas, entre guillemets, de cette catégorie junior? Ah oui, là oui, complètement. Pour moi, c'est dans les 3-4 meilleures équipes juniors au monde actuellement. Et de loin, en fait. Je pense que c'est une des rares équipes juniors qui est vraiment structurée comme une équipe professionnelle. On a à côté, je pense, la seule qui peut rivaliser sur les courses internationales, c'est la team Auto-Header qui dépend de la Bora Hansgrohe. Ensuite, on a de tête, on a quand même des équipes importantes, mais qui sont assez au final nationales. Donc non, pour moi, ouais, la G2R, c'est le top du top, ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet chez AG2R, et on a interviewé d'ailleurs quelques-uns de ces coureurs en début d'année dans notre catégorie champion de demain. Je vous invite à aller retrouver les interviews sur Vélo Club. Thomas, si tu pouvais dégager 3-4 noms du collectif, qui est-ce que tu prendrais et pourquoi? Ah bah déjà, je vais commencer par peut-être celui qui sera le leader de l'équipe, c'est Noah Isidore, donc coureur français, qui sera junior deuxième année. C'était peut-être un des meilleurs juniors première année français, voire européen en 2021. C'est un coureur qui me semble assez complet, peut-être fait pour les courses par étapes. Et je le vois bien être parmi les meilleurs de la catégorie l'année prochaine. Enfin, cette année, pardon, cette année. Alors, en dehors de Noah Isidore, qui est-ce qu'on pourrait citer? Puis j'en profite, hein, vous avez l'occasion de poser vos questions à Thomas sur le live, donc n'hésitez pas et je les prendrai avec plaisir. Il y a peut-être aussi du coup le coureur belge Maxence Place, qui lui semble pareil, c'est des coureurs qui sont chez les juniors, ou chez les juniors, on a du mal vraiment à distinguer les profils, c'est plus un coureur complet. Après, qui peut faire des belles places, il me semble, sur les, sur les courses dites flandriennes. Il me semble que tu l'as interviewé, je crois, récemment, en plus. Ouais, on l'a interviewé aussi, Maxence Place. D'ailleurs, ça me permet d'intervenir parce que je vois un premier commentaire sur le chat, c'est LCYCL, qui est aussi membre du forum et qui avait fait avec toi, Thomas, un super focus sur le cyclisme africain, si je dis pas de bêtises. Il nous dit que AG2R fait de super magazines. C'est vrai qu'Alex, le manager, me l'avait envoyé en fin d'année et vous pouvez le retrouver sur leur site. C'est vraiment très très intéressant. Oui, Est-ce clairement. qu'on citera aussi Abel Rosado, Thomas, chez AG2R? J'aurais, parmi la hiérarchie des coureurs d'AG2R, j'aurais pas forcément mis. Après, je peux en parler, hein. Je pense Ah que bah c'est oui, un un coureur des. espagnol quand même, on va te laisser la main, hein. Oui, c'est un des meilleurs. C'était déjà un des meilleurs juniors première année en Espagne l'année dernière. C'est un coureur, je pense, qui est fait pour les courses par étapes. C'est un bon grimpeur, un bon rouleur. Il est dans une équipe superbement structurée. Et non, je pense que en Espagne, en tout cas, ça sera un des meilleurs coureurs juniors. Après, dans l'équipe AG2R, il y a tellement je pense, de gros coureurs que je ne sais pas s'il aura une place de leader. Ouais, alors on va passer à la deuxième grosse formation. Tu l'as cité tout à l'heure, Thomas, c'est Otto Eder. Avec pour moi, et peut-être que tu ne seras pas d'accord, justement, tu vas me donner ton avis, mais Emile Herzog, c'était ouais, vraiment, à mon avis, le meilleur coureur, le meilleur J1 l'an passé.
Ah oui, oui, oui. Pour moi, c'est un gros talent. En plus, c'est un coureur qui s'est mis à la route, il me semble, récemment, enfin, lorsqu'il est passé chez les juniors, si je me trompe pas. C'est un coureur qui vient du VTT, ou il me semble. Et ça me semble un coureur super complet, bon vraiment partout. Pour moi, il sera peut-être déjà en World Tour en 2023. Et cette année, je pense qu'il va dominer. Enfin, il sera parmi les meilleurs juniors et de loin sur le calendrier. Ouais, tout à fait. Et tiens, on n'a pas évoqué une équipe, elle a un peu fait l'actualité en fin de saison, et je pense à ça en voyant le nom d'Jan Christen. Alors, je ne sais pas du tout, je connais pas leur effectif, j'ai l'impression qu'ils ont 50 000 coureurs, je sais pas, Thomas, ton avis sur le sujet, mais la Poggi Team, qui paraît bien armée et qui a le récent champion du monde de cyclocross. Bah, la Poggi Team, il me semble que c'est le seul, c'est principalement une équipe où il y a des Slovènes, des coureurs slovènes. Donc ça va être le seul pour moi coureur important de l'équipe et il a été recruté surtout parce qu'il va courir sans aucun doute chez UAE en 2023. Mais même s'il est même si il sera un peu seul, je pense, dans son équipe. Je suis en train de regarder l'effectif où il y a uniquement des coureurs slovènes, donc je connais probablement pas. C'est peut-être le seul que je connais à mon avis du lot, mais ce qui va pas l'empêcher d'être tout simplement parmi, encore une fois, les meilleurs juniors. Je pense qu'il a déjà un niveau qui se rapproche peut-être des professionnels. Ouais, alors on va passer au Portugal. Thomas, un coureur qu'on a tous les deux suivi l'an dernier. Et justement, on parlait de course non UCI. Il a vraiment beaucoup brillé sur ses épreuves. C'est Antonio Morgado. On pensait qu'il irait dans une des grosses structures, que ce soit Auto-Eder ou autre. Finalement, il reste au Portugal. Qu'est-ce qu'on peut attendre du coup d'Antonio Morgado pour cette saison? Bah, moi, je pense qu'il va déjà dominer le circuit portugais, même si c'est pas dans son intérêt vraiment. Il a largement le niveau pour aller courir ailleurs. Il y aura des courses encore en Espagne. Et là aussi, je pense qu'il va un peu massacrer la concurrence. Moi, je l'attends surtout sur les courses internationales. Je ne sais pas si la sélection portugaise sera présente partout. En plus, une sélection, enfin des coureurs âgés de 2004, il me semble 2005, qui ont un très bon niveau au Portugal. Je trouve qu'il y a une très belle génération qui arrive. Et non, je le vois vraiment aussi, quand il sera sur les courses internationales, être parmi les meilleurs juniors. Et en plus, il a fait un stage chez, si je me trompe pas, chez Axion, du coup, avec Gonzalo Tavares, son compatriote, avant le début de la saison. Alors, est-ce que tu sais, Thomas, pourquoi Morgado a pas signé dans une grosse structure? Parce qu'il me semble avoir lu des interviews où il disait qu'il, justement, pour progresser, bah, le passage obligé, c'était un peu de quitter le Portugal. Est-ce que tu sais pourquoi finalement il a changé d'avis? Bah, peut-être parce qu'il a déjà un contrat, je sais pas, avec Axion en 2023, et du coup, que c'est pas forcément utile pour lui d'aller sur la deuxième année junior à l'étranger, puisque de toute façon, il ira ensuite dans une des meilleures réserves au monde, enfin une des meilleures équipes espoirs au monde l'année prochaine. Ouais, alors je vois un commentaire de Cyprien, notre ami des commissaires, qu'on retrouve d'ailleurs tout à l'heure vers 14 heures pour une présentation du week-end d'ouverture en Belgique. Cyprien nous dit aussi côté français, il faudra surveiller Colin Saviose et Corentin Lequet, tous deux formés en Isère. Alors, pour Savio, je crois que c'est un grimpeur. Il me semble qu'il a fait un top 10 sur la classique des Alpes. Je ne suis pas certain à 100%, mais je crois que c'est sa grosse référence. Ou alors non, c'était le classique des Alpes ou Valromé, je sais plus. Et, Lequet, je ne sais pas s'il fait de la route. Je crois que c'est principalement un spécialiste de cyclocross. Mais c'est pas des coureurs que je connais vraiment particulièrement, donc je préfère pas te dire de bêtises. Mais les Français, côté français, il y a quand même On disait récemment qu'il y avait plus de gros coureurs chez les jeunes, ce qui est pour moi totalement faux. On l'a vu l'année dernière, il y a du talent en France et il y en aura encore et toujours, je pense. Ouais, là on sent il y a un nouveau vivier qui s'annonce intéressant, puis Cyprien nous en dira plus, hein. J'imagine sur Colin Saviose et Corentin Lequet. Après, on avait cité les coureurs européens. Alors, le premier, c'est Vlad van Mechelen. Je suis désolé hein, pour ma prononciation flamande qui est très mauvaise.
Mais lui, Thomas, il est suivi par le programme de la FDJ. Alors, il n'y a pas d'équipe junior de la FDJ, mais il y a un programme de suivi et si je dis pas de bêtises, il en fait partie. Ouais, c'est ça. Ils sont quelques-uns. J'ai pas tous les noms en tête, mais ils sont 6-7, je crois, à être suivis par la FDJ et être déjà suivi par une équipe professionnelle. C'est être déjà pour moi, être à un niveau qui peut se rapprocher déjà d'un niveau professionnel. C'est un des meilleurs coureurs belges junior l'année dernière. C'est un coureur, je crois, qui a fait des résultats sur les courses type, je dirais, flandrienne. Donc pour moi, ça va être un coureur aussi à surveiller, principalement cette année. Ouais, ouais. Alors après, on peut citer quelques noms, parce que le but, c'est pas non plus de citer tous les coureurs qui vont participer à la saison junior, mais Thomas, on en avait donné quelques-uns parmi les Européens. Je vais te les donner, puis tu rebondiras sur celui ou ceux qui te paraissent les plus intéressants. Il y a le Serbe, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une petite faute de frappe pour Akshkorisha, Mihailo Stolic, Joshua Tarling, le Britannique, Milan Kadlec, le Tchèque, les Estoniens Romet Pajour et Frank Aaron Ragilo, et l'Italien Dario Igor Belletta. Je vais commencer par Belletta, qu'on a beaucoup vu sur les championnats du monde l'année dernière. C'était un des rares à pouvoir suivre dans le final Haguenès et Grégoire. Il s'est fait rattraper, je crois, dans le dernier kilomètre, alors qu'il était parti pour le podium, pour une médaille de bronze. C'est un coureur qui était déjà excellent chez les catégories cadets, qui a fait une très bonne première année chez les juniors et que je vois aussi encore un des meilleurs juniors deuxième année l'année prochaine. C'est un coureur qui me semble complet, bonne pointe de vitesse, qui a l'air d'avoir un bon punch. Donc je pense que c'est un coureur qui peut très bien figurer sur les différentes épreuves juniors. Et Joshua Tarling, j'en entends beaucoup parler. Est-ce qu'il a vraiment un potentiel énorme? Oui, Tarling, c'est un des meilleurs coureurs britanniques chez les juniors. Je pense que ce sera déjà un des favoris en plus de Kurn Brixen-Kurn. Moi, je le mets parmi les favoris. Je ne sais pas vraiment exactement son profil. C'est un coureur qui me semble pareil assez complet, qui a fait en fait top 15 de Paris-Roubaix junior, que je regarde, top 15 de Paris-Roubaix, 13e exactement. 13e de Paris-Roubaix junior, et il a été surtout vice-champion du monde du contre-la-montre derrière Gustav Wang. Donc du coup, c'est un coureur, il a terminé aussi deuxième des 2 jours d'Axel, des 3 jours d'Axel. Donc pour moi, c'est voilà, quand on fait ces résultats-là chez les juniors premiers, quand on est junior première année, ça augure que du bon pour la suite. Et il y a les Britanniques. Je ne connais pas tous les coureurs britanniques chez les juniors, mais pareil, les Britanniques ont un réservoir, je pense, assez important pour l'année prochaine. Ouais, c'est vrai que chez les Britanniques, il y a un gros boulot qui est fait et ça commence vraiment à porter ses fruits. Alors Thomas, je te propose qu'on traverse l'Atlantique, comme tu l'as marqué dans le papier, avant de rebondir sur les J1, pour parler un peu de ces coureurs américains, et puis après on continuera avec les coureurs en provenance d'Océanie, mais ça peut être intéressant de donner quelques noms, même si, on l'a évoqué, il n'y a pas beaucoup de courses UCI hors Europe. Donc c'est des coureurs qu'on verra forcément plus sur des épreuves nationales, mais je pense que ça vaut le coup quand même pour ceux qui s'intéressent à cette catégorie junior de les avoir en tête. Je vais commencer, moi, je suis plus porté sur l'Amérique du Sud ou centrale, donc je te laisserai un peu pour si tu veux parler des coureurs américains ou de l'Océanie. Je vais commencer par Juan David Orián, qui est un coureur colombien, pour moi, qui était clairement au-dessus du lot l'année dernière. Il n'a pas forcément beaucoup couru en fait en Colombie, mais les quelques courses dont il a pris part ont suffi pour moi à faire de lui clairement un joli talent. Il a remporté la Vuelta del Futuro, qui est en fait le tour de Colombie cadet, donc il sera junior première année cette année. C'est un coureur qui a dominé l'étape de montagne et qui a dominé le contre-la-montre. Donc pour moi, et puis on sait tous qu'il y a toujours une hype en Colombie, même si le talent, j'ai l'impression de moins en moins de talent, de gros talent, mais il y a quand même un réseau de recrutement qui est assez important en Colombie. Ensuite, j'ai mis des noms pour un peu diversifier. J'ai parlé du Vénézuélien, donc ça c'est rare ça, qui est le fils du sélectionneur du Pérou, qui s'appelle Alex Mendez Jr.,
qui est un coureur, pour moi, qui a un profil totalement différent des coureurs un peu classiques sud-américains, qui est un spécialiste de la piste à la base et qui était lui aussi cadet 2 l'année dernière, qui a remporté le contre-la-montre chez les juniors, parce que les cadets peuvent participer aux courses juniors, et qui a largement dominé le contre-la-montre, qui a un physique assez important pour son âge, je trouve, une musculature assez importante, qui est capable de faire des grosses différences en fait sur le plat, ce qui m'a assez intrigué pour un coureur justement sud-américain, qui monte pas trop mal, mais c'est un coureur plus pour moi. C'est peut-être fait pour les classiques. J'espère le voir en Europe un jour, parce que c'est pas dit qu'on le voit en Europe. Et ensuite, en Équateur, bon, j'ai pris uniquement les 2 meilleurs cadets équatoriens l'année dernière, qui ont très largement dominé, par exemple, pareil, le Tour d'Équateur cadet. Alors, c'est des noms, vous n'êtes pas obligé de les retenir, parce que si ça se trouve, on les verra jamais en Europe, mais vu qu'on voit de plus en plus d'Équatoriens arriver, je me suis dit que c'était, pourquoi pas, on pouvait les mettre. C'est Eric Pozo, du coup, et Marco Chalco. Alors Thomas, il y a un truc qui m'a surpris, et je te fais confiance forcément pour dénicher les jeunes pépites, mais c'est la première fois que j'entends parler d'un jeune Panaméen que tu nous as mis dans la liste, Hassan Felipe Chan. Oui, exactement. Pourquoi je l'ai mis dans la liste? Tout simplement parce qu'il va courir en Europe en fait cette année. Il a été recruté par une équipe espagnole. Il va courir quelques mois du coup en Espagne. Et c'est un coureur en fait qui a été au niveau des coureurs. Et si vous voulez, le Tour de Panama, c'est une course qui mélange en fait les élites. Au même moment, il y a les juniors qui courent et aussi les cadets qui courent. Donc on se retrouve avec un peloton en fait de coureurs élites. Donc quasiment pas de professionnels, mais c'est semi-pro. Il y a certaines équipes semi-pro là-bas. Et à côté, on a les juniors et les espoirs juniors et cadets. En fait, il a rivalisé tout simplement avec des coureurs qui avaient 10 ans de plus que lui sur certaines étapes. Et son niveau dans sa catégorie était aussi excellent. Je l'ai mis parce que c'est un coureur, je trouvais, c'est assez rare de voir un coureur de 16 ans rivaliser avec des coureurs de 30 ans. Et ensuite, c'était vraiment pour diversifier. C'est sûr que si ça se trouve, on va jamais entendre parler de lui, mais vu qu'il vient en Europe, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, alors pour continuer sur les extra-européens, justement, je vais citer quelques coureurs en provenance d'Océanie et puis des États-Unis. Cameron Rogers, qui a remporté son championnat national en Australie en début de saison, et aussi le néo-zélandais Tom Stephenson, qui a gagné pas mal de courses locales aussi, qui a été assez constant en 2021 en Nouvelle-Zélande. Et forcément Artem Schmidt, qu'on a aussi interviewé dans notre série dédiée aux champions de demain. C'était sur la Vuelta a Ribera, je crois, si je dis pas de bêtises, où il a été vraiment très bon. Il est déjà venu en Europe et je pense, Thomas, que ça sera un des principaux protagonistes cette année. Oui, c'est sûr. Oui. Je pense qu'il a fait des très bons résultats l'année dernière. Et pareil, je le vois. Pour moi, les meilleurs J1 de toute façon seront les meilleurs J2 l'année suivante. Et les États-Unis, pareil, on possède beaucoup de beaux coureurs. Je crois qu'aussi, il me semble qu'un coureur comme Alex Gustin, je crois qu'il est junior 2e année, lui aussi a un très bon talent. Et les Américains, pareil, on voit bien avec des coureurs comme aujourd'hui Simons et Sheffield qui a du talent aux États-Unis. Ouais, ça fait plaisir parce qu'on revoit un peu des coureurs. On sent qu'on est sorti un peu de la période sombre liée à Lance Armstrong et on commence à reformer des jeunes aux États-Unis. C'est plutôt sympa. Alors on va rebondir sur les J1, Thomas, et on va commencer par les Français forcément. Tu nous as cité Mathys Grisel, le vainqueur du Trophée Madio, et Arthur Blaise. Je vais commencer par Grisel, qui était tout simplement, je crois, le meilleur cadet l'année dernière en France. Pareil, c'est compliqué de définir le profil d'un coureur chez les cadets, mais il a remporté pas mal de courses au sprint. Donc on va le suivre avec curiosité. Surtout, il est dans l'équipe AG2R. C'est surtout ça qui est important pour moi, parce que du coup, il aura, je pense, tout ce qu'il faut pour briller dès cette saison. Et aussi Arthur Blaise, en fait, qui est lui aussi chez AG2R, donc l'équipe va être très très forte. Et lui, il a la particularité de venir du triathlon où il a été champion de France dans les jeunes catégories, si je ne m'abuse.
Et il a remporté le chrono des nations. Donc, on peut supposer que c'est un excellent rouleur. Après, à voir sur les autres, sur d'autres profils. Ouais, alors je vois que tu m'as cité aussi deux coureurs originaires du Benelux, c'est Stefan De Schuytener, pardon, si je prononce mal encore une fois, et Tom van der Werf. Oui, parce que je pense que c'était important de citer aussi, moi, un coureur belge, là, un coureur flamand et du coup un coureur néerlandais. Alors, désolé pour la prononciation, mais du coup, Stefan De Schuytener, je crois qu'il a gagné une dizaine de courses en Belgique l'année dernière. C'est celui qui a dominé la catégorie chez les Belges. Il s'est imposé sur tout type de terrain. Voilà, aussi pareil pour moi, les cadets deuxième année qui sont très 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 bons, voire qui dominent la saison, seront parmi les meilleurs juniors première année l'année suivante. Donc il sera déjà sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, donc on verra bien son niveau. Et on a aussi Tom van der Werf, je ne sais pas comment on prononce, mais qui était le meilleur coureur néerlandais, qui a lui, contrairement à De Schuytener, qui a couru, je crois, enfin qui a couru ouais, à l'étranger, qui a fait des très très bonnes performances. Du coup, j'ai mis en France, Belgique et Danemark. Alors il y a un coureur cadet dont on entend parler depuis un petit moment, enfin ça peut paraître bizarre de dire ça pour un mec qui arrive enfin un enfant ou un ado plutôt qui arrive à peine chez les juniors, mais Theodor Storm, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce nom plusieurs fois sur nos forums, et notamment de la part de Brad Hounet, je crois. Il s'annonce assez prometteur. Ah oui, c'est vrai que le Bratounet en parle depuis, je pense, ça fait de bonnes années que Bradounet en parle. C'est un coureur qui a, je pense, c'est le meilleur cadet au monde, hein, tout simplement, l'année dernière. C'est un coureur qui a tout gagné ou quasiment tout gagné. Alors, il a participé quand même. Il y a beaucoup de courses cadets importantes qui ont été annulées les dernières années à cause du Covid, mais il a participé à des grosses courses, notamment la course de la paix. Je crois qu'il a gagné 4 des 5 étapes. Il a gagné le général. Il a dû aussi gagner d'autres courses à l'étranger. Je sais plus. Il me semble que c'était une course importante en Belgique. J'ai plus le nom en tête. Mais c'est un coureur aussi qui a terminé meilleur cadet sur la Randers Bike Week, qui est pour moi la plus grosse course au Danemark, qui était au niveau des coureurs J2 danois. C'est un coureur qui s'annonce super prometteur. Je sais pas quel est vraiment son profil. J'ai l'impression que c'est un coureur qui peut s'imposer au sprint, qui peut s'imposer dans les contre-la-montre et qui est capable de numéro en solitaire assez impressionnant. Donc pour moi, c'est vraiment un des juniors à surveiller. Et puis on sait que les Danois sont de toute façon toujours très 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 forts chez les juniors. Ouais, alors je vois qu'il y a un autre nom que tu nous as mis, c'est Ilian Baroumi, et ça me permet de rebondir sur le commentaire de Cyprien qui nous parle aussi de Paul Sexas pour AG2R, qui est vraiment un très très beau collectif. Mais je pensais que déjà Sexas c'était cadet, il n'est pas né en 2006. Je sais pas s'il est junior l'année prochaine. Pour moi, il n'est pas junior, mais Je me posais la question parce que je me demandais s'il faisait pas partie de la même génération que le frère de Romain Grégoire. Je regarde, mais pour moi, il est. Ah oui, il est Cyprien pas, nous dit qu'il est encore cadet, oui, exact. Il est de 2006, donc il n'est pas encore cadet. Non, mais oui, effectivement, par contre, c'est que ça, c'est Baptiste Grégoire, si je ne me trompe pas. Ils sont pareil, des futurs juniors, donc ils sont encore cadets cette année à suivre parce que je pense qu'ils ont déjà le niveau pour courir chez les juniors. Voilà. Ouais, alors Donc, je on parlait continue à parcourir. Tiens, je ne le connais pas ce coureur-là, Max Bock. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Ah oui, je crois que c'est le champion d'Allemagne cadet. Ou alors c'est si c'est pas le champion d'Allemagne cadet l'année dernière, c'est celui qui a dominé totalement la catégorie pareil, en Allemagne, qui sera dans la team Auto-Aider. Donc à suivre pour moi, un coureur qui domine ça. Même en Allemagne, qui n'a pas non plus des énormes talents, même s'il y en a toujours, mais contrairement à d'autres pays, mais pour moi, ça sera un coureur à suivre. En plus, il sera dans la team Auto-Aider. Alors pour finir sur ces J1, on va évoquer un terrain que tu connais parfaitement, Thomas, c'est la péninsule ibérique. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur les 3-4 noms que tu nous as cités? Avant, j'allais revenir sur Ilian Baroumi. Ah oui, pardon. Du coup, oui, Ilian Baroumi qui a aussi été recruté par AG2R, qui est un coureur issu du VTT, donc un coureur suisse, issu du VTT, excellent dans cette discipline,
et qui a remporté l'étape reine du Tour de l'Ain cadet l'année dernière, qui est une très très belle course chez les cadets. C'est un coureur aussi que je pense qui a un joli potentiel, peut-être plus axé montagne. Donc à voir. En plus, AG2R du coup aura un collectif assez impressionnant. Et nos Espagnols, du coup, Thomas. Du coup, j'ai mis des coureurs qui sont susceptibles de courir les courses ici, parce qu'en Espagne, le problème, c'est que même s'il y a des coureurs talentueux, certains, en fait, c'est des circuits, il y a des circuits fermés, je pense notamment au circuit basque ou au circuit catalan. Du coup, ils courent rarement avec la sélection espagnole, ils courent jamais à l'étranger, donc j'ai préféré mettre des coureurs qui devraient courir quand même à l'étranger. J'ai mis déjà le meilleur scoreur, donc celui qui a gagné le plus de courses l'année dernière en Espagne, c'est un sprinter qui court en plus pour la formation de Stefano Garzelli. Donc Garzelli qui est un ancien coureur professionnel évidemment, mais qui est installé dans la communauté valencienne et du coup qui a une école. Et donc du coup il s'appelait Sergio Serrano. Ensuite j'ai mis le champion d'Espagne sur route, mais aussi il a remporté là, déjà cette année pour ses premières courses chez les juniors des titres sur piste. C'est aussi un cours super complet sur route. C'est Rafael Martinez, il court dans la MMR Academy, qui devient une des meilleures équipes juniors assez bien structurée. C'est une équipe qui dépend de Samuel Sanchez, donc l'ex-champion olympique. Et enfin, le dernier coureur que j'ai mis, c'est un coureur qui sera avec l'équipe Eolo, donc l'équipe junior de la Eolo cette année. Et lui, il a une particularité aussi, c'est qu'il a commencé vraiment le cyclisme l'année dernière. Et pour m'être renseigné, j'ai pas l'impression qu'il ait fait un autre sport auparavant, donc c'est encore plus impressionnant. Il a remporté tous les contre-la-montre en Espagne. Sur route, il a terminé deuxième du championnat d'Espagne derrière Rafael Martinez. En Espagne, on court par communauté autonome. Les deux sont de Madrid et j'ai regardé la course. Je pense qu'il l'a laissé gagner Martinez en plus et il a remporté le contre-la-montre sur les championnats nationaux. Donc c'est des coureurs pour moi à suivre, tout simplement parce que je pense qu'ils seront avec la sélection espagnole et il y a quand même du talent, c'est pour ça aussi que je les ai mis. Alors avant de conclure, Thomas, je sais que tu participes pas parce que t'es pas trop fan des jeux de manière générale, mais il y a nos amis de First Cycling que je citais tout à l'heure qui ont mis en place un jeu où il faut choisir 10 coureurs juniors. Et comme il y a pas mal de joueurs, je me suis dit que j'allais vous mettre un peu ce que ça donnait au niveau des coureurs les plus plébiscités, parce que ça peut vous donner un aperçu des mecs vraiment à suivre. Alors je vois que le coureur qui a été le plus choisi, c'est Vlad Van Mechelen, justement, 56 fois. Derrière, on a Emil Herzog, Maxence Plas, Jan Christen, Joshua Tarling, Theodor Storm en 6, ensuite Artem Schmidt, donc Noah Isidore en 8, seul français du top 10, Antonio Morgado et Romet Pajour. Voilà pour le top 10 des coureurs les plus choisis. Est-ce que Thomas, ça te paraît plus ou moins correct comme choix ou comme estimation de ceux qui vont le plus briller cette année? Oui, honnêtement oui. Je pense que là, comme ça, je vois pas forcément d'autres coureurs qui pourraient vraiment faire mieux. Peut-être Isidore, non, il y est. Peut-être Léandre Lozué, qui est un coureur qui est chez AG2R, qui semble très bon sur les classiques. Bon, après, il n'y a pas non plus beaucoup de classiques type flandrienne, donc je pense que ça me semble correct. C'est comme je dirais, classement là. Ouais, ça paraît intéressant en effet. Thomas, d'autres choses à rajouter avant de conclure l'émission? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié d'évoquer? Non, je voulais juste rajouter, là, je vois, il y a peu de coureurs de 2005 qui sont mis qui ont été pris le plus, à part Storm. Le deuxième, c'est le Norvégien Jørgen Nordhagen. Ah, que je connais pas du tout. En fait, tout simplement, qui vient du biathlon ou du ski. Et qui est champion, je crois, je sais pas si c'est en biathlon, je sais pas quelle discipline exactement de ski, mais qui est champion national dans sa catégorie, qui était champion national dans sa catégorie. Il a remporté, je crois, l'étape reine du Tour de Fiel dont tu parlais tout à l'heure. Et puis on voit que aussi là en ce moment les Norvégiens avec notamment Uno X les Norvégiens commencent à arriver aussi de plus en plus. Hein.
Ouais, puis UNOX, Donc, c'est un sacré projet, hein. Je sais pas si tu as vu, Thomas, mais ces dernières semaines, ils ont l'air d'avoir noué pas mal de partenariats avec des clubs locaux. oui, 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 c'est sûr. Et non, peut-être pour compléter, peut-être en, en Italie, par exemple, avec un coureur comme qui sera junior première année enfin cette année, du coup, avec Filippo Matti. Les Italiens ont toujours des très très bons juniors. C'est un coureur assez complet. Je le vois bien aussi performer directement pour sa première année chez les juniors. Et on a aussi en Australie, je crois qu'il est australien, Oscar Chamberlain, qui a déjà fait des résultats, doit être aussi junior première année, qui a fait des résultats sur les premières courses de la saison, enfin les courses de la saison du coup là, qui ont eu lieu en Australie. Du coup, je voulais rajouter ces coureurs. Évidemment, on va on va forcément en oublier parce on peut pas balancer 200 noms, mais il Oui, y puis aura c'est vrai des que ça coureurs n'aurait qui pas vont de se sens non plus révéler. de citer tout le monde. Oui, c'est sûr qu'il y aura des coureurs qui vont se révéler probablement et qu'on n'a pas cité. Hein, C'est aussi ce qui ça, fait c'est la sûr. beauté du vélo, à vrai dire. Oui, c'est sûr. En plus, il y a des coureurs, il y a des coureurs par exemple, des pays de l'Est. Là, je pense à euh, un coureur polonais, Hubert Grigowski, j'ai vu, qui a été sélectionné pas mal de fois, Ah oui, euh, je le vois là, effectivement. qui a fait des très très bons résultats derrière les meilleurs juniors. Voilà. Et pourtant, j'ai jamais entendu parler de lui vraiment sur des sites spécialisés. Je pense que c'est des coureurs pareils à suivre, même s'ils viennent entre guillemets, un petit pays. Ouais, et puis c'est vrai que cette liste, hein, vous pouvez la reprendre parce que bah, je pense que ceux qui nous écoutent sont intéressés par la catégorie junior et pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être aussi une équipe sur le jeu de First Cycling, mais c'est que des gens qui suivent vraiment les juniors, donc forcément c'est assez indicatif des mecs qui sont censés briller, je pense. Sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour. Thomas, il me reste à te remercier. On vous donne rendez-vous à 14 h avec Cyprien et Daniel pour la présentation du week-end d'ouverture en Belgique et donc le début des classiques. Dimanche, on a rendez-vous avec un nouvel épisode de la sortie du dimanche, comme d'habitude à 19 h. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à suivre la chaîne et à vous abonner si c'est possible via Amazon Prime. C'est gratuit pour ceux qui ont Amazon Prime. Donc surtout, n'hésitez pas. Grand merci Thomas. Merci à toi. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour la présentation donc, du week-end d'ouverture en Belgique. Ciao. Salut.